Merci beaucoup. Donc c'est un intense plaisir d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis c'est un thème extraordinaire. Et donc quand on m'a proposé ce thème, je me suis dit évidemment qu'on peut intervenir sans connaître la cause. Mais par contre, de penser que l'on connaît la cause alors que ce n'est pas la cause, là, par contre, ça peut avoir des conséquences assez catastrophiques. Donc c'est une phrase que j'aime beaucoup, et c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Et je pense que dans l'autisme, c'est ce que je mets à chaque fois, parce que je crois que ça a été vraiment un problème, c'est toujours d'ailleurs d'actualité. Donc je ferai d'abord une introduction, puis après je parlerai en 15 minutes des corrélations, des causes et des interventions dans l'autisme, et des perspectives. Donc, en fait, je dis plus autisme, je dis les autismes. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'un domaine. Dans le domaine, on est de plus en plus dans ce champ, et de dire qu'il y a un spectre de l'autisme ou les autismes. Donc, c'est deux définitions, enfin deux critères, des déficits des interactions sociales, des stéréotypies, des intérêts restreints répétitifs. Et l'absence ou le retard de langage n'est plus maintenant dans les critères, en tout cas du DSM-5, pour l'autisme. Pourquoi ? Parce que des personnes n'ont quasiment pas de langage, c'est le cas de l'autisme que l'on dit typique ou de Kanner, et certaines personnes avec le syndrome d'Asperger ont des niveaux cognitifs tout à fait normaux, voire plus hauts que la moyenne, et ont tout à fait un langage tout à fait approprié. Donc il y a un vrai continuum de sévérité avec des personnes qui vont être extrêmement sévèrement atteintes au niveau cognitif et puis d'autres qui vont être moins sévères. Alors la prévalence, on peut parler pendant 2 heures de la prévalence de l'autisme. On en a vu une diapositive ce matin, donc c'est à peu près 1% de la population. Maintenant, c'est assez stable, bien que dans le New Jersey, c'est à peu près une personne sur 49 maintenant. Tout le monde est d'accord, il y a plus de garçons que de filles. En fait, il y a à peu près 4 garçons pour une fille pour l'autisme type de Kanner, et puis 8 garçons pour une fille pour le syndrome d'Asperger. On ne sait toujours pas pourquoi il y a plus de garçons que de filles. Par contre, on sait qu'on est probablement très mauvais pour diagnostiquer le syndrome d'Asperger chez les filles, et ce qui aussi explique pourquoi on a plus de garçons que de filles. Alors, concernant la prévalence, voilà cette fameuse diapositive qu'on a vue ce matin, avec une personne sur 5000 dans les années 70, et puis maintenant, donc, une personne sur 120, et puis donc maintenant, c'est une personne sur 88, une personne sur 68, et donc je vous ai dit dans le New Jersey, une personne sur 49. Voilà, donc ça c'est le schéma qui est souvent en fait le schéma en fait qui est tenu par les Américains sur la prévalence de l'autisme. Alors en fait, quand on regarde, et en particulier en Europe, il y a eu beaucoup d'études, où en particulier cette étude de Christopher Gilberg montre dans la population générale, il a mesuré les traits autistiques dans la population avec des tests cognitifs. Et on voit que les traits autistiques ne varient pas tellement en fait depuis ces dernières années. Par contre, les cas d'autisme augmentent, les cas diagnostiqués d'autisme augmentent. Et j'ai rencontré il y a quelques mois Stephen Shore, qui est une personne atteinte de syndrome d'Asperger, qui est une personne assez extraordinaire, qui a écrit le livre L'autisme pour les idiots, for dummies, je ne sais pas comment ça est traduit en français, l'autisme pour les idiots. Et il dit en fait l'autisme a autant augmenté que les paquets FedEx. Alors il dit évidemment que c'est une corrélation, enfin en tout cas qu'on ne pense pas qu'il y ait de causalité entre l'augmentation des paquets FedEx et l'autisme. Et il dit quelque chose de très joli, il dit par contre, est-ce que vous avez déjà vu ce qu'il y a entre le E et le X dans FedEx ? Donc moi, je ne l'avais jamais vu, mais en fait, il y a une flèche, regardez. Et il dit, en fait, maintenant, chaque fois que vous verrez un paquet FedEx, vous verrez la flèche. Voilà. Et il dit, l'autisme, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'elle était là, mais on ne le voyait pas. Et je pense que c'est 2 messages. Je pense que la première chose, c'est que je trouve que les personnes avec autisme, quelquefois, le fait qu'ils voient les détails, c'est quelque chose de très joli, et que je pense que de dire qu'on va soigner l'autisme, il faut faire quelquefois attention. Alors les corrélations. Donc là, si vous voulez vous amuser, il y a un site qu'on m'a donné qui est assez extraordinaire, qui s'appelle Spurious Correlations, donc les corrélations fausses. Alors vous en avez plein. Alors là, c'est le divorce, les nombres de divorces dans le Maine, et puis la consommation de margarine. Et on voit qu'on a une corrélation extraordinaire. Et puis là, c'est l'argent dépensé en sciences et en technologie, et les suicides par pendaison. Où là, on a donc ils font toute une suite de corrélations.
pour montrer qu'effectivement, on peut trouver des corrélations. Donc, vous pouvez aller sur ce site qui est assez extraordinaire. Alors, vous connaissiez Rainman, donc c'est assez d'actualité. Donc, par contre, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que l'autisme est corrélé au nombre de jours de pluie. Voilà, donc ça, c'est aussi une corrélation. Alors, ce qui est assez extraordinaire, parce qu'on dit plus c'est génétique ou c'est environnemental, donc maintenant c'est toujours une combinaison des deux. On va voir que c'est quelquefois pas le cas. Mais alors là, voilà, ça peut, le fait qu'il pleuve puisse enclencher l'autisme parmi les gens génétiquement vulnérables quand même. Donc, voilà. Alors, donc ça c'était pour sourire, mais par contre il y a des corrélations qui ont été vraiment une catastrophe et qui restent en fait une catastrophe. Les professionnels me disent mais non, c'est fini. Quand on parle aux familles, c'est pas toujours fini. Les mères, bon, donc ça a été vraiment un livre, La forteresse vide, il n'a pas été le premier à dire que les mères de personnes avec autisme étaient froides comme des réfrigérateurs, donc les mères frigidaires qu'on appelle. Et donc ça a causé une catastrophe dans les familles. Et puis on a maintenant de nouvelles corrélations. On a les pesticides, on a évidemment les vaccins, et puis le nouveau, c'est les microbiotes. Donc il faut vraiment voir les datas, voir les données, et de voir est-ce qu'il y a vraiment une corrélation. Alors pour les vaccins, je raconte comment on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'en 1998, Andrew Wakefield publie dans Lancet 12 cas d'autisme, et tous les cas avaient eu une vaccination du vaccin Aurore pour la rubéole, les oreillons et la rougeole. Alors, il y a eu énormément d'argent, énormément d'études qui ont été faites pour voir si effectivement il y avait une corrélation entre cette vaccination et l'autisme. Et donc, je vais aller rapidement, mais en 2010, Lancet rétracte le papier avec 10 des auteurs sur 12 qui aussi, eux-mêmes, disent qu'ils se sont trompés. Il y a eu des fraudes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ça a été rétracté. Il y a eu énormément d'études, je vous en montre une seule qui est assez récente, qui est assez jolie, où ils ont montré chez des enfants sans frères ou sœurs autistes, et puis des enfants avec des frères et des sœurs autistes, le nombre de doses de vaccins, et on voit qu'il n'y a aucun effet du vaccin. Le nombre d'études est assez impressionnant, et la quantité d'argent qui a été dépensée pour affirmer cette première hypothèse, première claim de Wakefield est assez importante. Alors par contre, le mal était probablement déjà fait, parce que le nombre de cas de rougeole était à peu près une personne sur 300 avant l'arrivée des vaccins, et puis petit à petit, les cas de rougeole se sont vraiment été de plus en plus rares. Mais en fait, depuis quelques années, on voit la réapparition de cas de rougeole dans la population, et en particulier des enfants qui n'avaient pas été vaccinés. Beaucoup de familles que je rencontre, quand il y a déjà eu un enfant autiste dans la famille, les autres enfants ne sont pas vaccinés. Et puis, c'est assez catastrophique, mais le mal est toujours là, dans le sens où, voilà, j'ai pris quelques tweets de Donald Trump. Donc, Massive combined inoculation to small children is a cause for big increase in autism. Là, il y va carrément en disant que j'ai raison contre les vaccinations. Les docteurs mentent. Il faut sauver nos enfants et votre futur. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros problème dans ces mauvaises causes sur l'autisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut effectivement expliquer que non, il y a des études qui montrent que l'augmentation de l'autisme n'est pas due au vaccin. Et il y a une très jolie étude qui a été faite récemment qui a posé la question à des participants, quelle est votre attitude vis-à-vis des vaccins ? Alors, il y a eu, heureusement, une majorité de gens qui disaient que je vais vacciner mon enfant, mais aussi des gens qui disent que non, c'est trop dangereux, on ne va pas vacciner les enfants. Et ils ont fait 3 groupes pour voir comment on pouvait changer cette attitude par rapport au vaccin. Alors, donc évidemment, c'est une équation très très simple, mais quel était le risque et le bénéfice de vacciner ces enfants ? Alors, le premier groupe, ils n'ont fait aucune... le premier groupe, donc c'est un groupe contrôle. Le deuxième groupe, on a expliqué aux personnes
effectivement, l'augmentation de l'autisme n'est pas du tout due au vaccin, qu'il y a eu plein d'études de fait sur le fait qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet. Et puis un autre groupe où on a montré les personnes les conséquences de la rougeole ou des maladies infectieuses pour les enfants. Et en fait, on voit que le groupe contrôle n'a pas tellement changé son attitude par rapport à la vaccination. Le groupe où l'on avait dit on avait utilisé la raison de dire que non, il n'y avait pas de cause à effet, les changements n'ont pas été extraordinaires. Par contre, de faire peur et de dire que voilà, si vous n'avez pas de vaccination, voilà ce qui se passe, eh bien ce groupe-là a changé d'attitude et maintenant va vacciner ses enfants. Et ceci encore plus flagrant dans le groupe qui ne pensait pas vacciner ses enfants. Donc je trouve ça un peu triste parce que j'aurais préféré que ce soit la raison qui l'emporte, mais visiblement c'est quand même la peur de la maladie qui va de nouveau l'emporter. Alors les causes, donc des autismes de nouveau. Donc je dis toujours que j'adore la double hélice d'ADN, mais je ne suis pas non plus monomaniaque sur la génétique. Mon rêve, ça serait d'aller en épigénétique et quand je serai un peu plus âgé, je travaillerai sur l'environnement, je pense. Mais je pense qu'on est 100% génétique, 100% épigénétique et 100% environnement. Et depuis quelques années, on travaille sur la génétique de l'autisme. Et voici maintenant... après l'identification des premiers gènes, voilà tous les gènes qui ont été identifiés en 2013, et il y en a de plus en plus. Et je dis toujours ne sortez pas de cette salle en disant qu'il n'y a pas de gènes impliqués dans l'autisme. Vraiment, il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent sur ce domaine. Alors par contre, c'est d'une très grande hétérogénéité. C'est-à-dire que quelquefois, c'est un gène pour une famille. Alors par contre, la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces gènes vont converger dans des voies biologiques communes, et en particulier la formation des synapses, des points de contact entre les neurones. Et alors, de nouveau, il y a une hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on va avoir des cas très monogéniques. Alors je dis maintenant, j'ai mes copains monogéniques et mes copains polygéniques. J'ai des amis qui pensent que l'autisme, c'est que génétique et que un gène est tué autiste. Et puis des amis qui pensent que non, c'est très polygénique avec une accumulation de variants, d'une multitude de variants génétiques qui vont s'accumuler chez l'enfant et qui vont faire que la personne est autiste. En fait, il y a des cas effectivement où quasiment un seul gène va causer l'autisme. Et ça, on le voit en particulier dans les formes avec autisme et déficience intellectuelle. Et en fait, maintenant, avec les méthodes de biologie moléculaire actuelles, on arrive à dépister à peu près 20 à 35% des cas d'autisme avec déficience intellectuelle qui ont une forme assez monogénique, où là, l'environnement va jouer un rôle assez faible par rapport à la causalité sur l'autisme. Après, l'environnement peut jouer sur la sévérité du trouble. Alors, qu'est-ce qu'on connaît des mécanismes ? Quand on a identifié ces premiers gènes, on a vu que ces premiers gènes, quand on les mettait dans des neurones, ça faisait des synapses. Et vous voyez, ça, c'est une mutation qu'on avait identifiée chez un patient autiste. Et donc là, il n'y a pas besoin d'être neurobiologiste pour voir que le fait de mettre cette mutation, la arginine 451C, va faire que cette protéine qui, normalement, va déclencher la synaptogénèse in vitro, en tout cas, ne va plus être capable de déclencher cette synaptogénèse. Alors, on est dans une boîte de pétri avec des neurones en culture. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des autistes ? Ça, c'est beaucoup plus compliqué à déterminer. Donc, en fait, on a plusieurs cas d'autisme liés à ces gènes de vulnérabilité. Et en particulier, on pense qu'il y a effectivement un autisme un peu de type 1, si on reprend l'analogie avec le diabète, avec moins de synapses. Et puis, on voit aussi des formes où probablement il y a trop de connexions, mais en tout cas on n'est plus à l'équilibre d'un cerveau avec des connexions avec une homéostasie normale. Donc pour ce qui est des causes génétiques de l'autisme, on voit qu'on a des génomes qui probablement sont très sensibles à des mutations un peu fortes du génome. Et on a des mutations rares qui vont faire que la personne va être autiste très facilement. Et puis des personnes qui ont un fond génétique assez résistant, et là, il faut vraiment une mutation rare qui va déclencher l'autisme chez cette personne.
Et je pense qu'un des gros problèmes pour l'autisme et pour la psychiatrie, même je dirais pour la biologie, c'est que on essaye de faire atteint, pas atteint, ou cas, contrôle, ou patient, témoin. Et comme dit donc de nouveau un de mes héros, Claude Bernard, l'emploi des moyennes en physiologie et en médecine ne donne le plus souvent qu'une fausse précision au résultat en détruisant le caractère biologique des phénomènes. Et je rêve qu'on n'ait plus non plus une case avec marqué autiste, pas autiste, mais avoir des données dimensionnelles qui seraient beaucoup plus proches de la réalité des gens. Donc, un point qui a été évoqué juste avant mon topo, c'est est-ce qu'on peut avoir des modèles animaux? Donc, est-ce qu'une cause de l'autisme chez l'homme, quand ces patients ont perdu ce gène, est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe dans une souris quand on supprime ce gène? Donc, ça, c'est la souris, et ça, c'est Élodie, qui au laboratoire étudie les souris qu'on a faites, en particulier donc une petite souris qu'on avait publiée il y a quelques années, où on avait supprimé le gène SHANK2. Alors normalement, je ne sais pas si vous avez déjà vu une souris dans une bassine. Voilà, c'est passionnant, elle se balade. Et ça, c'est une petite souris avec là où on a cassé le gène, comme ce qui se passe chez les patients. Et vous allez voir que... Voilà. Alors vous allez me dire, l'hyperactivité, donc... Si une petite souris allait à l'hôpital comme ça, il irait directement voir le spécialiste de l'hyperactivité et pas le spécialiste de l'autisme. Mais en fait, il y a une comorbidité de l'hyperactivité dans l'autisme assez importante. Alors évidemment, on a regardé d'autres choses et on a vu par exemple qu'elle sautait beaucoup plus que les souris normales et puis qu'elle se toilettait beaucoup plus. Et la souris qui est mutée dans SHANK3 se toilette encore plus. Et alors après, on a regardé donc on peut, alors après c'est un peu de l'anthropomorphie, mais on peut imaginer que c'est un peu des stéréotypies chez les souris. Et on a regardé énormément des interactions sociales. Donc là, il faut tout le papier est publié, vous pouvez aller voir les résultats. On a fait beaucoup de tests garçon-garçon, fille-fille, garçon-fille. Et là, c'est un test où on va mettre, donc là c'est un mâle et on va introduire une femelle en chaleur dans la cage. Donc ça c'est Voilà, je dis toujours, si vous n'avez jamais vu un mâle et une femelle en chaleur dans une cage, voilà ce qui se passe. En tout cas, à l'Institut Pasteur. Donc le mâle est juste derrière. Et voilà, donc c'est un peu ce qu'on attend. Donc jusque-là, on n'était pas tellement étonnés. Et donc voilà, la petite souris SHANK2 à droite. Donc pareil, un mâle et on va mettre une femelle en chaleur. Alors, donc il n'a pas de problème d'olfaction, il n'a pas de problème de mémoire, on a fait beaucoup de tests, et c'est pas qu'il n'est pas intéressé par les filles, parce qu'on l'a fait garçon-garçon, fille-fille, on a aussi des problèmes d'interaction. Et vous verrez que c'est pas un problème uniquement, en fait, c'est pas qu'il n'est pas intéressé, mais on a fait d'autres tests, et en fait il a un comportement totalement étrange, où il va suivre, mais il a une certaine forme d'anxiété, et il va avoir un comportement complètement différent. Donc on peut, en tout cas moi j'ai été très très surpris quand j'ai identifié ces gènes il y a 10 ans, je ne pensais pas qu'on allait avoir des phénomènes aussi clairs chez la souris. Et donc ça c'est un micro, et donc je ne sais pas si vous savez, mais les souris peuvent vocaliser, alors je ne sais pas si on va entendre, mais... Bon, ça fait cuit, mais dans l'ultrason en fait, parce que c'est dans les fréquences ultrasons, et on peut enregistrer ces vocalisations, les couper, les classer. Et ce qu'a montré Élodie, c'est que ces souris vocalisaient moins et vocalisaient différemment, avec plus de vocalisation courte et moins de vocalisation complexe et plus de vocalisation non structurée. Donc on peut même modéliser une partie, en tout cas, de la communication vocale. On ne sait toujours pas si chez la souris, il y a une vraie communication vocale. Donc on travaille sur ce thème. Donc les interventions... Pour l'instant, pour ce qui est de la partie biologique pour l'autisme,
Le plus gros travail, c'est de comprendre cette hétérogénéité. C'est pour ça qu'on fait de la génétique, c'est pour ça qu'on fait de l'imagerie cérébrale, et de ne plus parler de l'autisme, mais vraiment des formes, des formes très hétérogènes de l'autisme, et faire un peu de la haute couture, j'appelle ça, c'est-à-dire que de trouver des mutations, de faire des modèles cellulaires, des modèles animaux, de caractériser mieux les phénotypes, et d'avoir peut-être des molécules qui vont être plus précisément actifs sur certaines populations. Donc ça, c'est une approche très pharmacologique, mais il n'y a pas que la pharmacologie. J'aime beaucoup cette image qui avait été utilisée par des groupes qui voulaient travailler sur l'autisme. Et donc plus longtemps on est loin d'une personne avec autisme, plus il est difficile de s'en rapprocher. Là, je dois dire qu'on a déjà des interventions, même si on ne connaît pas les causes. Par contre, la France a été condamnée déjà 5 fois par l'Europe pour la discrimination à l'égard des enfants autistes, défaut d'éducation, de scolarisation et de formation professionnelle. Dans tous les pays où je vais, les personnes avec autisme vont à l'école, sauf en France, et ça, c'est quand même assez catastrophique. Donc on peut faire des choses. Voilà les perspectives, ou pourquoi trouver des gènes impliqués dans l'autisme. Ma réponse, c'est celle-là, c'est pour trouver le meilleur environnement. Donc je m'explique, c'est que je pense que cette image du paysage génétique et épigénétique, en fait, pour l'autisme, c'est probablement plus comme ça, avec des patients qui vont avoir des mutations dans ces gènes, dans ces gènes, dans ces gènes. Et si on arrivait à comprendre quelle est la part génétique de chaque personne, on pourrait trouver le meilleur environnement. Parce que vous savez que c'est faux de dire qu'un génotype va déterminer le phénotype. Par contre, il va déterminer sa norme de réaction, c'est-à-dire comment il va répondre à un certain environnement. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase aussi de Lorna Wing qui disait « Quand vous avez vu un enfant avec autisme, vous avez vu un enfant avec autisme ». Voilà, et je dis toujours, j'aime beaucoup cette phrase, ce titre « No mind left behind », pas d'esprit laissé de côté. Je pense que, quelle que soit la cause de l'autisme, je pense qu'il faut comprendre ce que c'est en discutant avec les gens. Je dis toujours à mes amis généticiens, c'est bien de séquencer de l'ADN, à mes amis neurobiologistes, c'est bien de regarder les synapses, mais c'est aussi tellement important de comprendre l'autisme de l'intérieur des personnes avec autisme. Donc, lire les livres de Joseph, lire de Temple Grandin, qui sont assez extraordinaires. Et ce papa a découvert l'autisme de sa fille, il a fait un petit livre, il a fait un petit dessin animé, ce que vous pouvez voir sur YouTube si vous voulez. Et sur le t-shirt de sa fille, c'est indiqué « Je suis unique comme tout le monde ». Voilà, merci. 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 Nous avons du temps pour des questions. Oui, Michel. Merci beaucoup Thomas. Comme tu sais, je me suis intéressé à l'époque, quand j'étais tout petit, à l'autisme, beaucoup même. Et tu l'as très très bien dit dans une des dernières diapositives, le problème que nous avons quand même, je ne suis pas sûr que le DSM-5 ait arrangé les choses, j'aimerais d'ailleurs avoir ton avis là-dessus, c'est qu'on met dans un sac finalement des choses qui étaient hétérogènes au départ de la clinique de l'autisme, je te rappelle. Et peut-être un peu trop d'ailleurs, je ne dis pas le contraire, il y avait des outils qui n'étaient certainement pas adéquats non plus, je reconnais aussi. Mais actuellement, on dit l'autisme ou on dit le spectre, ce qui revient un petit peu au même, c'est-à-dire que bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu penses donc, parce que tu les côtoies bien, ces gens, d'une clinique, d'une science clinique de l'autisme qui permettrait peut-être de mieux différencier les symptômes et d'éclairer les symptômes sur lesquels tu pourrais peut-être mieux comprendre la génétique. Oui, tout à fait. Donc, pour ce qui est du DSM-5, c'est déjà quand même... Je pense que les gènes n'ont rien à faire du DSM-5 non. Et je pense qu'ils ne l'ont jamais lu. Je pense que ça a mis les gens dans des silos. Alors, le DSM-5 est un petit peu mieux que le DSM-4 parce que le DSM-4, on ne pouvait pas... Il fallait qu'on choisisse entre être autiste ou être hyperactif. D'accord ? Alors que dans la réalité des gens, il y a une comorbidité énorme. Et en plus... Il y avait quand même le destin du quotient intellectuel. Oui, tout à fait. Non. C'est pour ça, je pense que ces critères diagnostiques n'ont pas aidé à la recherche. Je ne sais pas s'ils ont vraiment aidé aux prises en charge, je doute.
Ce que l'on fait actuellement dans la recherche et même dans la prise en charge, c'est de ne plus considérer l'autisme pur comme ça. C'est de comprendre vraiment la réalité de la personne. Et en particulier, toutes ces comorbidités comme la déficience intellectuelle, l'épilepsie, le sommeil. Moi, j'ai été totalement étonné. Quand on est autiste, on est protégé de plein de choses. C'est-à-dire qu'on n'a plus de problème de carie, par exemple. Quand on crie, c'est qu'on est autiste. C'est pas qu'on a mal aux dents. Vous voyez, j'ai demandé aux chercheurs, vous regardez le sommeil chez les personnes autistes? Ah non, ils n'ont pas de problème de sommeil, les autistes. Je dis, quoi? Ah non, ils sont autistes. Vous voyez, vous n'êtes plus une personne, en fait. Vous êtes une page dans ce livre, et vous n'avez plus de problème de sommeil, vous n'avez plus de problèmes gastro-intestinaux, vous êtes autiste. Donc ça, je crois qu'on est vraiment maintenant revenu à des choses beaucoup plus proches de la réalité des gens. En particulier, les derniers gènes qu'on a identifiés sont impliqués dans le traitement sonore et les problèmes d'hypersensibilité sonore, par exemple. Jean-François. Oui, j'étais particulièrement intéressé par cet exposé parce qu'il m'évoque des discussions comparables qui ont lieu dans les milieux cancérologiques. Pour le diabète également, il ne faut pas oublier que la distinction des différentes formes de diabète n'est pas si ancienne. Et quand en cancérologie, on a entendu Thomas Thurs ici le faire à plusieurs reprises, et comme d'autres, parler de médecine personnalisée, en fait, ce n'est pas comme je le pensais pendant longtemps, une médecine appliquée à la personne, ça l'est aussi, mais c'est surtout la sous-division d'états, disons, de tumeurs du sein, tumeurs du côlon. Donc finalement, on arrive à démembrer, comme vous le disiez. Alors le problème, effectivement, est-ce que c'est bien de démembrer à partir des gènes ou à partir de la clinique? Il faudrait sans doute faire une synthèse. Oui. Pour comprendre, c'est ce qui est fait. Il faudrait pouvoir avoir une approche multidimensionnelle, si j'ose dire, du système pour pouvoir caractériser des sous-groupes qui risquent d'être très nombreux, ce qui sera très compliqué. Mais c'est ce qui se passe pour les cancers. Pour les cancers actuellement, les traitements sont différents suivant les marqueurs qu'on a pu identifier et qui traduisent des états cliniques, des états pathologiques différents. Non, tout à fait. Moi, je suis effaré par certaines études où les généticiens qui auraient pu travailler sur le diabète ou sur d'autres, que c'est les mêmes méthodes, et utilisent l'autisme avec une seule colonne dans un fichier Excel avec atteint ou pas atteint. Ce qui est quand même assez catastrophique. Donc il faut effectivement faire une clinique de précision pour essayer de comprendre quel type d'autisme. Nous, quand on identifie des gènes, on va revoir les patients, d'essayer de comprendre quel type d'autisme c'est et d'essayer de voir quels sont les problèmes des personnes dans leur réalité et pas uniquement l'autisme comme une catégorie très bien définie. Donc ça, par contre, ces études sont très coûteuses et en fait, aux États-Unis, quand je vais aux États-Unis, on me demande, la première question, c'est « How many patients do you have ?» Combien de patients tu as? Il y a quelques années, c'était moins de 1000, on était vu comme pas intéressant. Maintenant, c'est moins de 10 000, on est moins intéressant. Donc, je pense que c'est très important de faire ces études très larges parce qu'il y a des effets faibles qu'on va peut-être découvrir. Mais j'ai un peu peur quand même qu'on réduise quelqu'un à une colonne d'un fichier Excel. Jean Salençon. Oui, quelques mots d'un béotien. Je reviens sur la question que vous avez évoquée, d'essayer de raisonner précisément les gens qui croient à une corrélation et une causalité, un lien de causalité entre vaccination ROR et autisme. Donc ce que vous avez dit finalement, c'est que c'était la peur qui était le plus efficace. Ce qui ne paraît pas totalement illogique, puisque le fondement de leur pseudo-raisonnement, c'est également la peur. Oui, tout à fait. Alors la question que je vous pose, c'est qu'il n'y a pas que ce type de personnes qui sont opposées à la vaccination, il y a aussi des professionnels de santé, il y a des médecins. Et est-ce que là, le résultat est le même? Est-ce que le raisonnement aurait quand même... La raison aurait peut-être, dans ce cas-là, une certaine efficacité? Voilà ma question. J'ai peur du résultat, mais je ne le connais pas. Jean-François, peut-être la réponse, non? Oui. Moi, je connais la réponse, pas pour ce vaccin-là, mais pour d'autres. Malheureusement, les médecins, le personnel paramédical, c'est comme les malades.
on a, je dirais pas le même pourcentage. J'ai vu des statistiques, je ne sais pas ce qu'elles valent exactement, mais le pourcentage d'hésitants au vaccin, pour ne pas dire... L'anti-vaccin, c'est différent, mais c'est une autre affaire. Mais les hésitants au vaccin, qui représentent ceux qui nous intéressent, il est presque analogue, en tout cas du même ordre chez les médecins et chez les malades. C'est effrayant de voir des pédiatres opposés au vaccin. Et vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. De toute façon, ils ont leurs convictions. Point barre. Yves Beaumont, et ensuite... Oui, c'est une question de Béotien aussi. Vous n'avez pas du tout évoqué, disons, quelque chose qui ressemblerait au diagnostic de Broca pour l'aphasie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des traces anatomiques, disons, de l'autisme? Peut-être qu'il n'y en a pas, hein, quand on regarde le cerveau, disons, post-mortem. Ouais. Donc normalement, c'est une question que je demande de ne pas me poser, c'est où est l'autisme dans le cerveau. Donc là, c'est raté, ça a failli. Est-ce qu'il y a des traces anatomiques? Non, vous avez raison. Alors de nouveau, il y a les autismes. Quand on regarde un groupe de personnes avec autisme, on ne voit pas de choses vraiment particulières à l'ensemble du groupe. D'accord ? Et tout ce qui a été dit, par exemple, les autistes ont des têtes plus grosses. En fait, quand on regarde un grand nombre de groupes de personnes avec autisme comparé à des témoins bien apparentés, on ne voit pas de choses très très nettes. Et on a fait une étude l'année dernière, on a regardé le corps calleux. Le corps calleux, donc en 1987, des études avaient montré que le corps calleux était plus petit chez les personnes avec autisme que chez les contrôles. Et puis, pendant 25 ans, voilà, c'est comme ça, le corps calleux. Alors, en plus, c'était extraordinaire parce que le cerveau gauche avait du mal à discuter avec le cerveau droit. Et puis, alors après, on partait dans des interprétations un peu étranges. Donc, on a regardé 500 patients, 500 autistes et 500 témoins. On n'a pas vu de différence. On a regardé les études. La première étude, c'était 13 cas versus 27 cas, 27 témoins. Et pendant 25 ans, on a calculé le pouvoir statistique de ces études. C'était à peu près 28% de chances de voir ce qu'elles ont montré qui était la différence. Donc, où sont les 70% d'études qui, avec le même design, ne voient pas de différence? En fait, elles ne sont pas publiées. Donc, j'ai demandé à mes amis, est-ce que vous avez regardé le corps calleux? Oui. Et alors? Rien. Et tu as publié? Non. Voilà. Et donc, quand une histoire, donc c'est pareil pour les neurones miroirs, enfin, je peux en faire plein en plus, si l'histoire est séduisante et permet d'expliquer l'autisme avec des miroirs cassés ou d'un cerveau gauche qui a du mal à parler au cerveau droit, c'est très difficile après d'aller en rencontre à ces histoires. L'avant-dernière question, Jean Rossier. Oui, Thomas, c'est vraiment très bien ce que tu viens de nous dire. Le problème de la thérapie, alors on voit beaucoup d'essais cliniques, sont-ils valables ou pas? Tu viens de dire que 1000 c'est pas assez, 10 000 c'est mieux. Alors évidemment, dans le cas du traitement par le diurétique de notre ami Benary, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est plausible, qui est une bonne piste à suivre, ou bien est-ce qu'on est comme dans le cas du thé vert qui dit également que c'est très bien le thé vert? Où en est-on là-dedans, toi, ton avis critique? Alors, pour ce qui est du cas, d'abord, pour ce qui est de l'échantillon, je pense qu'effectivement on a besoin de grands échantillons pour essayer de comprendre les causes avec des effets très faibles. Donc ça, c'est clair. Par contre, pour les traitements, je pense que si on veut vraiment qu'il y ait une taille d'effet importante, on n'a pas besoin d'avoir un échantillonnage aussi grand. Pour ce qui est du diurétique, pour l'instant, les études sont en cours. Et je suis plutôt scientifique comme garçon, donc j'attends de voir les données pour voir ce qui se passe. Après, ce qui a été dit, j'attends de voir les données pour voir. Oui, mais est-ce qu'on serait dans les 28% dont tu viens de parler, ou qui démontrent que... Bon, vraiment, sans les données qui ont été publiées sont vraiment sur un tout petit nombre, et je pense que là, maintenant, il y a un essai en phase 2 qui est actuellement. Les données vont sortir très bientôt, je crois. Je vais prendre la dernière question. New Jersey, une personne sur 49, quand on voit les courbes, on s'attend à ce que ça soit 100% dans le New Jersey dans combien de temps? 15 ans? Et quelque part, ça m'inquiète parce que ça veut tout de même dire que la définition de l'autisme est suffisamment large pour inclure tout le New Jersey dans 15 ans. Ce qui serait la Corée, c'est pas mal aussi. L'autisme States, les Américains aiment bien donner une devise à leur État. Est-ce qu'on est
sûr, en fait, d'un point de vue clinique, on va trop loin ou pas assez loin. Voilà. Donc, alors, d'abord, les critères diagnostiques ont totalement changé par rapport aux années 70. Hein. Donc, on a élargi au syndrome d'Asperger. Par exemple, avant les années 2000, on avait 2/3 des personnes avec autisme qui avaient une déficience intellectuelle. Maintenant, c'est à peu près 2/3 qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc, vraiment, le spectre a totalement changé. Après, il y a de plus en plus de changements de catégorie. C'est-à-dire des enfants, ou des adultes d'ailleurs, mais des enfants qui sont diagnostiqués assez tôt, avec déficience intellectuelle, qui étaient uniquement avec déficience intellectuelle. Maintenant, on va regarder les interactions sociales, on va regarder les stéréotypies, et on va avoir un diagnostic d'autisme dans certains cas, alors qu'avant, on ne faisait pas le diagnostic d'autisme. En plus, aux États-Unis, ça c'est spécifique aux États-Unis, mais aux États-Unis, quand on a un enfant avec déficience intellectuelle, on n'a pas d'aide médicale, mais par contre, quand on a un enfant avec autisme, on a des aides médicales. Bon. Je m'arrête là, mais en tout cas, je pense que en tout cas, une grande partie de la variance est de Ce dernier point, je le connaissais par l'intermédiaire de mon épouse qui a travaillé sur autisme. C'est pour ça que Bruno Bettelheim et les désastres qu'il a fait. Mais je referme la parenthèse, c'est une anecdote personnelle. Merci en tout cas. Merci.